Alors comme ça, vous êtes intéressé par les soins égyptiens? D'accord, il y en a qui ont déjà fait la chirurgie vibratoire, la première, je pense, derrière l'écran. Oui. Ouais. Mm. Hein. Et donc ça, c'est le cycle égyptien. Alors évidemment, tout le monde a entendu parler un peu de l'Égypte, hein. Je pense qu'en disant ça, je... Et donc la chirurgie vibratoire de lumière, deux cycles. Le premier cycle, certains l'ont fait, c'est le cycle atlante-arcturien, et là, c'est le cycle égyptien essénien. Donc, dans une autre conférence, j'avais parlé de Joshua, comment il a été enseigné à cette chirurgie vibratoire lors de son voyage en Égypte avec toute sa famille pour fuir que le massacre d'Hérode dans la tradition populaire. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de... alors, tout ce que je vais vous dire est vrai dans le sens, a été retrouvé sur des papyrus. Donc, ça qui est super intéressant. Ça a été écrit par des scribes. Et je vais juste aller un peu dans la tradition pharaonique, des médecins pharaoniques. Comment ça se passait? Je vais vous prendre des exemples concrets. Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? Alors, on va prendre quelques exemples, hein, et puis on va faire un parallèle avec la chirurgie vibratoire. Et dans cette période-là, comme dans de nombreuses périodes, comme dans la nôtre actuelle, eh bien, il y avait des maîtres, aujourd'hui on appelle ça des professeurs, et il y avait des disciples, aujourd'hui on appelle ça des élèves ou des étudiants. D'accord? Juste le mot a changé, mais si vous voulez, dans le monde de l'Égypte, eh bien, c'était exactement la même chose. Alors, ce qui était intéressant, c'était ce qui se passait dans l'enseignement pour que des jeunes Égyptiens deviennent des médecins. Il faut savoir que il y avait la caste royale, donc les pharaons et les nobles. Il y avait la deuxième caste la plus importante après, c'était la caste des prêtres. L'autre caste qui était importante, ben, c'était la caste des médecins. Parfois, les prêtres étaient médecins, hein, ça pouvait peut-être sûrement arriver. Et puis après, il y avait la caste des soldats. Puis après, il y avait les paysans et les esclaves pris à l'ennemi pour travailler pour le pharaon et l'État égyptien. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a retrouvé des papyrus sur comment un professeur enseignait, notamment la médecine, et si l'élève n'était pas, on va dire, très studieux, eh bien, il y avait des punitions. Alors, j'ai bien aimé vous donner ça un peu parce que ça me fait sourire. Quand on a les débats aujourd'hui sur l'éducation, le rôle de l'école dans le système éducatif, toutes les nouvelles façons d'éduquer son enfant, hein, qui a bien évolué depuis 50 ans, avec toutes les nouvelles eh bien, propositions que certaines personnes font par rapport à ça. Et j'ai lu récemment qu'il paraît qu'il fallait plus dire à son enfant va dans ta chambre pour la punition, parce que pour certains psychologues ou psychiatres, à ce moment-là, il va mémoriser sa chambre comme un lieu de punition. Moi, personnellement, donc je vais parler de ce que je connais, subjectivement, moi, Frank Vandenbroek, quand mes parents me disaient va dans ta chambre parce que j'étais puni, j'étais vachement content. Parce que j'étais tranquille, je pouvais jouer comme je voulais. Et je voyais pas du tout ça comme quelque chose de négatif ou d'une punition. Mais bon, bref, après, voilà. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, dans la formation égyptienne, donc en fait c'est pour vous prévenir, si vous venez à la formation, donc il y a une qui se fait à Montpellier et une en Haute-Savoie, si je vois que pendant eh bien, la formation, vous n'étudiez pas assez, eh bien, je vous punirai à la méthode égyptienne. Voilà, vous êtes prévenu avant de vous inscrire. Je vous préviens, ça va être pharaonique. D'accord? Alors, euh, les Égyptiens avaient une expression que je trouve assez jolie. Quand l'étudiant en médecine, par exemple, n'étudiait pas assez, le, le, le maître égyptien disait que cet étudiant avait son oreille dans le dos. Je trouve ça très joli comme expression. Voilà, il avait son oreille dans le dos. Au lieu de dire qu'il travaillait mal, il disait non, en ce moment, il peut pas bien écouter parce qu'il a son oreille dans le dos. Il a les oreilles qui sont placées dans le dos. Donc je trouvais l'expression assez jolie. Et imaginez qu'on a retrouvé cette expression-là sur des papyrus qui ont 3000 ans, quoi. Donc c'est juste incroyable. Ils avaient le sens de l'humour, vous voyez, déjà, au niveau de l'apprentissage par rapport à ça. Et donc, bon, il faut prendre ça dans le contexte de l'époque aussi.
Donc eux, c'était carrément, comme il a de l'oreille dans le dos, eh bien, faut lui donner une petite fessée pour que l'oreille revienne à sa place. Deux, trois. En fait, si vous voulez, il faut savoir que comme quoi on a bien avancé, hein, les coups de bâton étaient une règle générale dans l'apprentissage dans les écoles égyptiennes, vous voyez, par rapport à ça. Et donc, il y a il y a même des témoignages d'étudiants en médecine qui ont écrit des papyrus à leurs anciens professeurs pour leur raconter des choses. Et dans le papyrus, par exemple, il disait que il y a un papyrus qu'on a retrouvé où l'étudiant dit Enfant, j'ai grandi à tes côtés, tu me donnais des coups sur le dos, et c'est ainsi que la connaissance, et c'est ainsi que les mystères sont rentrés dans mon oreille. C'est joli. Voilà, bon, je vous inquiétez pas, il y aura pas de bâton pendant la formation. Et on a toujours une expression comme ça, c'est le métier qui rentre. C'est le métier qui rentre, exactement. Maintenant, on dit c'est le métier qui rentre. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors là, il ne s'est pas frappé, mais en angiologie, par exemple, l'instrument de l'archange Raphaël, c'est le bâton. Alors, c'est le bâton pour marcher, d'accord? C'est pas le bâton pour frapper, mais c'est le bâton du marcheur. C'est pour aller à l'intérieur de soi, marcher dans son intériorité pour retrouver, eh bien, sa magie à soi, sa quote-part spirituelle, son âme. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les cheminants. Les cheminants, eh bien, Raphaël vous guérit comme ça, en fait. Ok? Par exemple, par rapport à ça. Et on a retrouvé, par exemple, un autre papyrus. Alors là, c'est le professeur était peut-être un peu plus strict, un peu plus sévère, d'accord. Et mais il a une jolie tournure. Il a dit, euh, je me souviens de toi comme professeur, et tu m'as enfermé dans un bâton. Heureusement, le bâton m'a apprivoisé et le bâton m'a ouvert la connaissance. Et depuis, le bâton est toujours resté dans ma main. Donc, c'est des textes qui sont assez intéressants, n'est-ce pas, par rapport à ça. Voilà, donc pour vous dire que on apprenait et c'était du sérieux, quoi. On était, voilà. On a retrouvé aussi des textes 2500 avant Jésus-Christ de professeurs qui disaient que eh bien, dès qu'il y avait faute, la punition devait être immédiate, donc ils n'attendaient pas. Ils n'attendaient pas la peine, elle était immédiate, mais elle devait être juste pour que le savoir puisse continuer à être intégré dans l'élève. Donc, et il disait, le professeur qui agit ainsi agit honorablement parce que il permet à l'élève, eh bien, d'ouvrir son oreille de nouveau. Voilà, donc ça c'est une petite anecdote que je voulais vous montrer au début par rapport à ça. Dans la formation... on retrouve le bâton aussi dans le caducée médical avec le sceptre. Partout, ouais, le bâton est partout en fait. Tu vois, il a plusieurs symboles. Et il y a des rituels de protection où c'est un bâton. Et tu vois, la baguette du sorcier, elle est tirée d'un bois, hein, tu vois. Ouais. La baguette du magicien, il y a un peu de ça aussi, tu vois, dedans. Voilà. Ouais, c'est cool. Alors, en fait, ce qui va se passer dans la chirurgie vibratoire, eh bien, on va essayer d'une autre façon, c'est de vous ouvrir vos oreilles, évidemment, hein, à cette connaissance-là, par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les Égyptiens utilisaient, ben, comme beaucoup de médecine de l'époque, ils utilisaient, eh bien, les dieux, ils utilisaient les incantations, ils utilisaient les plantes, ils utilisaient des fruits et légumes, ils utilisaient des animaux totems, donc ils avaient plusieurs sources. Et ils avaient une connaissance de l'incision, donc ils incisaient, donc c'est ça aussi qui les intéresse en chirurgie vibratoire, parce que évidemment, ils incisaient et ils faisaient ce que la médecine fait maintenant. C'est-à-dire que la médecine, quand elle a commencé à faire de la chirurgie pour réparer les gens, eh bien on peut dire qu'elle coupait large et que les cicatrices étaient assez épaisses. Et puis au fur et à mesure que la médecine, au fil des siècles, eh bien s'est perfectionnée, on a essayé de faire des incisions de plus en plus fines et de moins en moins grandes quand on pouvait. Et maintenant on est vraiment dans la microchirurgie parce qu'on a compris, les médecins ont compris qu'ouvrir le corps, c'était pas génial pour le corps, hein, c'était toujours un traumatisme. Et donc maintenant on est dans la microchirurgie et on essaie d'ouvrir le moins possible pour un maximum d'opérations.
Et donc les Égyptiens avaient compris ça il y a déjà 6000 ans. Et donc quand ils devaient faire des opérations chirurgicales, ou de lumière comme vous allez apprendre, ou des opérations physiques, ils essayaient de faire des incisions les plus petites qui soient. Vous voyez? Parce qu'ils avaient déjà cette connaissance-là, pour eux, que ouvrir un corps, c'était quelque chose qu'ils faisaient, mais c'était pas quelque chose qui pourrait être forcément naturel ou sain pour le corps, hein, par rapport à ça. Ouais. Et donc, évidemment, on va apprendre à inciser à la mode égyptienne dans cette formation de chirurgie vibratoire. Tu peux rappeler les dates c'est quand Alors, oui, c'est 26 et 27 novembre, samedi et dimanche. Voilà, donc en Haute-Savoie, c'est le 26-27 novembre, et à Montpellier, c'est juste une semaine avant. 19 et 20. Le 19 et le 20. Et le 20. Voilà, exactement. Ouais. Bien. Est-ce que déjà, avant que je continue, est-ce que déjà vous avez des questions sur les soins égyptiens ou la chirurgie opératoire? Est-ce qu'il y a des, euh, des questions par rapport à ça qui vous viennent comme ça instinctivement ou pas? Benoît a une question. Est-ce Ouais. que au niveau de l'Égypte, il prenait en compte aussi toute la partie aurique dans l'aura des gens ou plus matière? Les deux, ils faisaient les deux en fait. Ils traitaient tout en fait, ils faisaient les deux. Ils avaient déjà un peu une médecine holistique en fait. Ok. Et donc, alors il y avait des médecins qui étaient peut-être plus nature, des médecins, je pense qu'il y avait, c'est comme nous, il devait y avoir des cursus et puis des niveaux dans la pratique des mystères. Euh, voilà, ça dépendait aussi dans quel niveau il se situait. Par exemple, on a retrouvé dans des papyrus énormément, par exemple, de problèmes urinaires et où ils disaient comment faire. Ils appelaient ça les urines sanglantes, d'accord? Quand il y a du sang dans les urines. Donc, et ça s'appelait, en ancienne Égypte, ils appelaient ça Ouchesh. Voilà. Et Ouchesh, c'était quelqu'un qui venait parce qu'il avait des problèmes, infection urinaire ou tout ça, ou des urines sanglantes. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est que toutes les pathologies qu'on connaît maintenant, ils avaient, pour eux, c'était quelque chose qu'ils réglaient, en tout cas qu'ils essayaient de soigner à leur époque. Vous voyez. Et par exemple, pour soigner les problèmes urinaires, alors soit ils avaient appel à des incantations, soit ils avaient appel à la chirurgie vibratoire, ce qu'on va apprendre durant cette formation, ou soit ils regardaient un peu la concentration de sang qu'il y avait dans les urines, et puis ils faisaient un médicament à base de foie de taureau. Donc, ne me dites pas comment ils préparaient ça, parce qu'on n'a pas toutes les explications non plus au niveau du papyrus. Ouais, voilà. Et ils faisaient cuire ça, je pense, ou ils préparaient ça, et ils faisaient manger ça, entre autres, aux personnes qui avaient ce problème-là. Et on sait que dans le papyrus, c'est écrit que c'était sous la forme d'un genre de gâteau. Donc il y avait un genre de gâteau qui préparait à base de foie de taureau, en plus des incantations, et il faisait manger ça à la personne pour lui éviter d'avoir du sang dans les urines. Ouais. Voilà. Après, ils avaient une plante aussi qui faisait avaler à la personne. C'est une plante ils appelaient la plante, ils appelaient ça le béhet. Et donc, ils la concassaient pour en faire une masse un peu homogène. Et, ils mélangeaient ça avec une forme d'alcool. Et puis, ils laissaient reposer un moment. Puis après, ils demandaient à la personne de boire ça petit à petit. euh, pour éviter ces problèmes urinaires. Après, quand il soignait avec le côté spirituel, eh bien, il faisait appel pour les problèmes urinaires au dieu Seth. Donc, ils avaient des incantations du dieu Seth pour lesquelles, comme nous, ben, euh, on a des prières guérissantes, qu'on appelle ça, on a des psaumes guérissants, on a eh bien, des incantations que l'on donne aussi dans certaines traditions. Eh bien, eux, ils faisaient appel au dieu Seth pour cette problématique-là. Voilà. Et donc, en même temps qu'ils donnaient la plante B, ils évoquaient euh, le dieu Seth avec une incantation spécifique pour la partie spirituelle.
Voilà. Et donc, pour eux, le nébé, cette plante qu'ils prenaient, eh bien, elle a poussé parce que c'est quand le dieu Osiris est tombé au sol, eh bien, cette plante a poussé. Et donc, ils pensaient qu'il y avait l'énergie du dieu Osiris qui était dans cette plante-là, et que c'est lui qui avait donné des forces magiques à cette plante-là pour soigner les problèmes d'infection urinaire ou les problèmes urinaires. Voilà. C'est pour ça que ils mélangeaient. Oui, donc ils avaient une méthode qui était très codifiée, déjà. Donc ils avaient vraiment une école de médecine de leur époque pour chaque problème. Et ils jouaient autant sur la partie, on va dire, maintenant naturo, que sur la partie spirituelle, que sur la partie d'un dieu, comme nous on pourrait appeler ben, votre dieu, je sais pas, des anges, des archanges, ouais, pour ainsi de suite. Vous voyez, par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions? On sait par exemple aussi avec certains papyrus que bah, ils soignaient beaucoup les traumatismes euh, des oreilles. Oui, donc tout ce qui était problématique aux oreilles, eh bien même une oreille qui était blessée à la guerre ou peu importe, voilà. Et tout ce qui était dans le pavillon de l'oreille, voilà, tous les traumas liés au pavillon de l'oreille. Pourquoi? Bah parce que alors ça peut être des maladies qui venaient naturellement, mais ça peut être aussi à cause de la guerre. Il y avait énormément de soldats qui avaient des traumatismes aux oreilles. Ils recevaient des coups, hein, et des coups d'épée, des coups de différents types. Et donc c'est vrai que c'est une partie du corps qui était abîmée et physiquement, et bah comme tout le monde, quoi, des problèmes peut-être de surdité ou des choses comme ça. Et donc on a retrouvé pas mal de papyrus sur l'oreille. Pourquoi? Parce que pour les Égyptiens, l'oreille c'est très important. D'ailleurs, vous avez en médecine chinoise, on peut soigner tout le corps que par l'oreille. D'accord? Il y a énormément de terminaisons nerveuses dans l'oreille. Et donc, si vous voulez, si vous deviez dessiner une personne humaine avec la forme qu'aurait toutes les parties du corps où il y a énormément de terminaisons nerveuses, énormément de sensibilité, eh bien, on vous dessinera avec de très grandes oreilles, en proportion de la sensibilité des terminaisons nerveuses qu'il y a dans les oreilles. On vous dessinera aussi avec de grosses lèvres, de grosses bouches, parce que la lèvre, évidemment, c'est très sensible. Voyez, et on vous dessinera aussi avec de gros pieds, de très gros pieds. Parce qu'au pied, évidemment, il y a énormément de choses comparativement au corps. Donc on serait un peu difforme si on était né par rapport à nos hypersensibilités par rapport à ça. Et les Égyptiens croyaient, donc dans la croyance des Égyptiens, des médecins égyptiens, ils croyaient que le souffle de vie pénétrait par l'oreille droite. Voyez. Et vous connaissez le souffle de vie en chirurgie oratoire, ceux qui l'ont fait avec moi. D'accord? Les acturiens et les Atlantes faisaient le souffle de vie sur la chakra couronne. Quelques milliers d'années après, ou centaines, eh bien, les Égyptiens faisaient la même chose, mais eux, ils passaient par l'oreille. Ils passaient plus par la fontanelle. Et donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ils disaient que le souffle de vie rentrait par l'oreille à droite et le souffle de mort, eh bien, sortait de l'autre côté, d'accord? Par l'oreille gauche. Le souffle de vie, donc vous connaissez, hein, c'est le prana, c'est le chi, c'est le ki. Les Égyptiens appelaient ça le ka. Donc c'est le souffle que les dieux, de l'énergie des dieux, qui est nécessaire pour avoir une vie autonome, pour avoir notre batterie énergétique qui est au maximum, d'accord? Et c'est ce qui permettait au cœur, pour eux, d'avoir une respiration profonde et de fonctionner. Écoutez, c'est très beau, parce que, et là vous allez tout comprendre, c'est que en amenant, ils pensaient qu'en amenant du souffle de vie par l'oreille droite, ça permettait au cœur, donc ils savaient déjà que le maître-cœur était quelque chose, hein, maintenant où on parle de cohérence cardiaque par exemple, le souffle du cœur, hein, ou le cœur christique, eh bien, si vous voulez, ils savaient que ça libérait le cœur, écoutez bien, de la volonté, donc du mental et de l'ego. Donc ils avaient déjà compris que un cœur léger était un cœur qui était indépendant du mental et de l'ego. Et que si le mental et l'ego prenaient le pas sur le cœur, eh bien le cœur tombait malade. C'était un cœur lourd. Et alors ça allait plus loin que ça, parce qu'à l'époque des Égyptiens,
leur croyance était vraiment, tellement profonde pour insuffler le souffle de vie par l'oreille droite, qu'il y avait un système de punition pour des fautes commises. Et un des systèmes des punitions, c'est qu'on coupait l'oreille. Et donc, si on coupait l'oreille à quelqu'un, eh bien, on conservait l'oreille, on la momifiait tout de suite. Et vous voyez, là, on est déjà dans la physique quantique. On est déjà dans le soin à distance. C'est-à-dire qu'il conservait l'oreille de la personne, donc il avait eu sa punition, il avait l'oreille coupée, mais pour qu'il puisse recevoir des soins et le souffle de vie, eh bien, ou pour que le souffle de mort puisse sortir, si on lui coupait l'oreille droite, on gardait l'oreille droite et on faisait le soin sur son oreille droite coupée, et si on devait faire sortir le souffle de mort, eh bien on gardait son oreille gauche pour que le souffle de mort puisse sortir. Donc symboliquement, on gardait l'oreille. Ouais. Et donc c'est assez amusant quand des gens nous demandent parfois en tant que thérapeute, est-ce que le soin à distance, ça marche? Ouais. Ou est-ce que, par exemple, si je prends une peluche et que je dis que c'est le nom de la personne et que je fais le soin sur la peluche, est-ce que ça marche? Ou si je prends une bouteille, si je fais le soin sur la personne et que je mets le nom de la personne sur la bouteille, est-ce que ça marche? Ben oui, tout marche parce que peu importe le support que vous allez prendre, vous êtes dans l'intention et dans la physique quantique, vous êtes dans le champ informatif. Vous voyez. Donc les Égyptiens savaient que, mais il leur fallait un symbole. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'ils gardaient l'oreille de la personne, ils disaient on t'a puni, mais on te détruit pas. T'as eu ta juste peine, mais maintenant on fera tout pour te garder vivant. T'as été puni, c'est fini, on oublie et on essaie de te garder vivant au maximum. Donc on garde ton oreille, ne t'inquiète pas. C'est pas parce que tu n'as plus ton oreille qu'on ne pourra pas continuer à te soigner. Franck, j'ai Oui. une question là de la part de Cathy. Bonsoir. La chirurgie vibratoire, c'est surtout pour des maladies physiques ou bien on peut traiter des maladies psy comme la déprime, des emprunts psychologiques, etc. Bien sûr. Oui, 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 évidemment. Évidemment, bah, ceux qui ont fait le cycle Atlante, ils le savent. Hein. Bien sûr. On ouvre le cerveau directement et on va travailler dans le cerveau. Hein. Donc oui, oui, ça traite de tout. Hein. On traite aussi les dépendances. Moi, j'ai des gens qui venaient me voir pour le tabac, pour l'alcool, pour plein de choses. Hein. Donc, en fait, si tu veux, réellement, concrètement, dès que tu parles de soins énergétiques, il n'y a pas de limite. D'accord? Alors, après, c'est ma croyance à moi, hein, c'est ma subjectivité, Frank Vandenbroek. N'importe quel soin que tu vas faire a la potentialité de développer le pouvoir d'auto-guérison de la personne, que la problématique soit émotionnelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit un problème de l'âme. Toutes les énergies se valent quasiment. Après, il y a une question de fréquence vibratoire et il y a une question de système, voilà, énergétique. C'est ça qui fait la différence. Mais quand je te réponds oui, je vais être totalement franche avec toi, c'est pas la spécificité de la chirurgie vibratoire, c'est la spécificité de l'énergie. D'accord? Voilà. Après, dans les protocoles de chirurgie vibratoire, eh bien, on a vu ça dans ceux qui ont fait le soin avec la machine quantique, eh bien, on va travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les neurotransmetteurs et sur le système hormonal. Et il faut savoir, par exemple, quand tu parles d'une problématique émotionnelle, si tu prends la dépression, eh bien, la dépression, d'un point de vue neurotransmetteur et hormonal, c'est facile, hein. Tu vois? Et tu deviens dépressif, c'est au moment où tes surrénales, eh bien, elles n'arrivent plus à produire, et comme elles n'arrivent plus à produire, eh bien, bam, tu tombes dans la dépression. Tu vois? Alors ça commence d'abord avec le cerveau. Le cerveau, il va t'envoyer de la dopamine. Si tu n'arrives pas à résoudre ton problème pendant qu'il t'envoie de la dopamine, le cerveau, il arrête, il passe le relais au surrénal. Le surrénal va envoyer ses hormones, mais tes surrénales, elles ont un petit stock aussi, tu vois, elles peuvent pas t'envoyer ça pendant des mois. Donc, elles t'envoient ce qu'elles ont. Si tu n'arrives pas à résoudre ta problématique
pendant qu'elle t'envoie ça, et ben les surrénales tombent, et après, ben, tu es en dépression. Alors, tu as différents stades dans la dépression, hein, tu as 5-6 stades différents. Il faut savoir que le mot dépression, les gens prennent ça tout de suite pour quelque chose de grave. C'est pas vrai, je le répète. La dépression, c'est un terme générique, et une simple fatigue, une grosse fatigue, c'est déjà un cycle 1 de dépression. Donc, il faut vraiment arrêter cette peur dans le mot dépression. C'est un terme générique qui montre différents stades, eh bien, au niveau mental, de fatigue et de ras-le-bol général. Évidemment, après, tu as le dernier stade de la dépression où là, tu peux être dépressif pendant des années. Il faut savoir que quand tu laisses tes surrénales t'amener au point d'une dépression qui va durer 3 ans, et bien là, c'est très compliqué après pour remonter les surrénales. C'est très, très difficile. Il faut vraiment, en général, il faut éviter que n'importe quelle partie de ton corps descende en dessous de son seuil bien, de fonctionnement énergétique. Mais les surrénales, c'est une des parties les plus difficiles pour un énergéticien ou une énergéticienne à remonter. C'est très très complexe. Quand on les a vraiment mis en bas de leur seuil de sécurité de taux vibratoire minimal. Et donc c'est là où c'est super intéressant au niveau de la chirurgie vibratoire et notamment après la méthode égyptienne, c'est que la partie essénienne et égyptienne, puisque vous avez les deux en même temps, hein, les deux traditions se confondent en fait, c'est une synthèse des deux, eh bien ce sont des spécialistes du système de neurotransmetteurs et hormonal. Et donc, si vous avez et pour vous, pour des personnes, si vous deviez remonter à des surrénales, vous avez vraiment des méthodes très très efficaces dans la chirurgie vibratoire pharaonique et essénienne pour ça. Parce que ils ont pris de la chirurgie vibratoire atlante et acturienne vraiment toute la partie, ils ont développé encore plus la partie hormonale et la partie neurotransmetteur. Et c'est en ça que c'est super intéressant en fait. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors par exemple, vous savez qu'on a un cerveau qui est très important, c'est le cerveau olfactif, c'est le nez. Et le nez est très important parce que c'est pour ça que vous pouvez soigner avec des huiles essentielles, rien qu'en inspirant l'odeur de l'huile essentielle. Pourquoi? Parce que ce cerveau, eh bien, neuro-olfactif, il va vous permettre d'amener directement les molécules eh bien, des huiles essentielles dans les parties du cerveau reptilien, cerveau limbique, pour soigner justement des déprogrammations eh bien, émotionnelles. Donc, dans la chirurgie oratoire, on travaille beaucoup avec les molécules d'huile essentielle. L'avantage de la chirurgie oratoire, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir la fiole d'huile essentielle. Et vous savez que maintenant, il y a beaucoup d'huiles essentielles que vous pouvez plus utiliser comme vous voulez, hein, parce que la médecine a mis son veto là-dessus. Voilà, d'abord parce que ça marche, ça fonctionne, c'est puissant. Et puis c'est vrai que si on s'y connaît pas, eh bien, on peut faire des mélanges qui sont peut-être pas appropriés, ni pour le corps, ni pour la personne qui les prend. Donc c'est un vrai savoir. L'avantage avec la chirurgie oratoire, c'est que vous pouvez travailler avec toute l'information de toutes les huiles essentielles sans qu'il y ait des effets secondaires et travailler directement par le nez olfactif. Et donc l'Égyptien a accordé une très grande importance au nez. D'ailleurs, c'est pour ça que l'œil d'Horus que vous voyez, eh bien, la petite pointe que vous voyez au bout, c'est le nez hein, qui est représenté. Quand vous voyez la forme de l'œil, alors vous voyez tout de suite le sourcil, l'iris et l'œil, et à la fin de l'œil, vous pensez que c'est la fin de l'œil, c'est pas vrai. La fin de l'œil, c'est le nez qui représente. D'accord? Parce que pour eux, c'est un 6e sens spirituel très important et c'est une voie de soins très importante. Et donc, on va apprendre à soigner aussi par le nez par rapport à ça avec la méthode égyptienne. Parce que pour eux, évidemment, ils savaient que le souffle va pénétrer dans les poumons par le nez et ensuite par le cœur pour eux. Et pour eux, en fait, si vous voulez, inspirer par le nez, alors c'est amusant parce que pour eux, inspirer par le nez, ça voulait dire que cet air était porteur d'informations. C'est génial. C'est-à-dire que pour eux, l'air, c'était la pensée. L'air, c'était la parole. L'air, c'était la volonté. L'air, c'était des courants dynamiques qui parcourent les conduits et il permet également de refroidir le corps. Alors, nous, on a gardé de ça, les mots sont jeteurs de sorts, le pouvoir du verbe. D'accord? Quelques milliers d'années après eux, des religions monothéistes
eh bien, on parlait du pouvoir du verbe. Et donc, comme quoi, la voix, le mot est porteur de sort. Ok? Et bon, ben, les Égyptiens avaient cette croyance-là. Mais les Égyptiens, ils pensaient que même si vous n'entendiez pas, eh bien, l'air, vous voyez, on a parlé de la mémoire de l'eau. Hein. Maintenant, on sait que l'eau garde la mémoire. Ok, et qu'on peut transformer l'eau selon les mots. Hein, d'accord? Je pense que tout le monde a un peu lu un peu ça. Hein, si vous dites des mots d'amour à un verre d'eau et qu'après vous allez voir comment se forme au microscope, vous allez voir les dessins. Et si vous dites t'es une grosse merde à un autre verre d'eau, mais après quand vous regardez au microscope les molécules d'eau comment elles sont, vous voyez que c'est beaucoup moins beau. Ouais, d'accord? Bon. Et donc si vous voulez pour les Jésusiens, ça allait plus loin que ça. C'est-à-dire que si le mot était prononcé, écoutez bien, c'est génial, c'était vraiment de la physique quantique, mais eux, ils avaient besoin d'un support R. Si quelqu'un prononçait un mot vis-à-vis de quelqu'un, mais que l'autre personne ne l'entendait pas parce qu'elle était dans une autre ville à des centaines de kilomètres, l'air lui apportait l'information. Vous voyez? Le vent, l'air lui apportait l'information, et de toute façon, que cette personne l'entende ou ne l'entende pas par son oreille, ça allait rentrer en elle par l'air et par le nez. Ouais, c'était leur façon à eux de voir eh bien, le jeteur de sorts positif ou le jeteur de sorts négatif. Donc, ils voyaient ce pouvoir des mots comme ça. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que ils croyaient énormément aux incantations de leur Dieu, parce que quand ils avaient le malade qui était devant eux et qui faisait des incantations avec les dieux qu'ils avaient choisis, par exemple Seth ou Horus ou Isis, eh bien, pour eux, l'incantation rentrait par l'air dans le nez, dans le cerveau neuro-olfactif. Ouais. Ah, évidemment, ils savaient qu'ils entendaient par les oreilles, mais les oreilles, pour eux, c'était le souffle de vie. Et donc, cet air-là, porteur. Et vous voyez, donc, quelque part, ce qui était incroyable, c'est qu'ils avaient déjà cette connaissance, eh bien, de ce cerveau neuro-olfactif, ce cerveau, ce nez, qui est tellement important dans la résolution. Et c'est pour ça que, quand tu désires guérir, eh bien, une pathologie émotionnelle, quelqu'un qui sera dans la tristesse ou qui n'aura pas confiance en elle, après les Égyptiens, qu'est-ce qu'ont fait les autres religions, les autres traditions? Eh bien, ils ont fait les psaumes, ils ont fait les sourates, ils ont fait les mantras, oui, la répétition. Oui, parce qu'ils savaient que le fait de répéter, ben, ça rentre pour l'Égyptien, l'information rentre par le nez et va aller directement dans les parties du cerveau reptilien, là où il y a les peurs, le cerveau limbique, pour aller alors en neurosciences, on va appeler ça différemment. On va parler de champ informatif, de plasticité du cerveau, de changer l'information dedans. C'était la façon égyptienne c'était leur croyance de l'époque. Et finalement, on se rend compte que peu importe la forme, peu importe la méthodologie, le principe de base reste le même depuis la nuit des temps. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a une question de Philippe Rambaud. Est-ce que dans cette formation, vous reprenez les techniques de chirurgie vibratoire du cycle 1? Puis il y aura une autre question. Alors. Oui, alors, on en reprend certaines parce qu'on est obligé, mais tu ne vas pas apprendre les techniques du cycle 1. Sinon, il n'y aurait qu'un seul cycle. D'accord? Et c'est une autre tradition, c'est une autre façon de voir. Le cycle 1, c'est Atlante Acturienne. Donc, tu vas apprendre la base parce que tu es obligé de la savoir pour pouvoir appliquer la tradition égyptienne. En général, les gens font les deux. Hein. Donc, mais après, tu peux faire l'un sans l'autre. Tu peux déjà commencer à soigner beaucoup de choses, tout d'ailleurs. Voilà. Donc, il y a des gens moi, j'ai des gens qui n'en font qu'une, des gens qui en font deux. Après, c'est une question d'envie. Si la première a plu, enfin, j'en sais rien, paramètre personnel. Voilà. Mais je vais être franc avec toi, tu ne vas pas voir dans le cycle 2 tout ce qu'on voit dans le cycle 1. C'est pas possible, il n'y a que 48 heures. Et on peut pas mettre 2 fois 48 heures. Et puis, je veux pas pénaliser ceux qui viennent pour la tradition égyptienne et essénienne. Donc, forcément, mais tu auras la base. Et donc, une autre question. Ouais. Concernant les maladies héréditaires, on doit libérer la lignée concernée, sinon cette maladie pourrait revenir si toutes les causes ne sont pas désactivées. Idem, les problèmes d'origine karmique. Alors, je vais être franc avec vous, vous n'enlevez rien, ça n'existe pas. Donc déjà, le mot enlever, il faut l'enlever. D'accord? On n'enlève pas un contrat karmique, on n'enlève pas des mémoires karmiques,
on n'enlève pas des liens. Faut arrêter avec tout ça. Hein. Je vais te couper les liens, le petit bonhomme aux allumettes. Non, sachez que même des anges et des archanges ne peuvent pas le faire. Vous avez signé un contrat karmique, il y a personne, à part celui qui a créé tout ça, qui a le droit de changer quelque chose dans votre programme informatique. Par contre, vous pouvez, si tu parles par exemple du transgénérationnel ou si tu parles des mémoires karmiques, donc je le répète, ce sont des mémoires que tu as emportées dans ton incarnation pour vivre à une certaine intensité la problématique du présent. Je te donne un exemple. J'ai essayé de faire très très court pour que tu comprennes. Je décide de descendre sur Terre et on me dit là-haut dans le Conseil des Sages, tu sais, ce serait intéressant que tu as expérimenté la jalousie dans certaines vies, mais tu l'as pas fait de façon assez intense ou pas assez récurrente et on pense que tu n'as pas tiré toutes les informations précieuses. La jalousie ne t'a pas suffi à pouvoir t'aimer plus, toi, élever ton degré d'amour pour toi. Est-ce que ça t'intéresserait, dans ce plan karmique-là, de cette vie-là, eh bien, d'expérimenter la jalousie à une intensité un peu plus grande qui te fasse, eh bien, finalement, prendre conscience de plus de choses et en fin de parcours, t'aimer un peu plus, donc élever ton taux vibratoire. Et bon, moi, je dis, bah, ok, allons-y pour la jalousie, why not? Pourquoi pas? Si j'étais un peu un cancre avec la jalousie dans les autres vies, ok, je vais refaire mes devoirs, il n'y a pas de souci. Et donc, et on me dit, ben, écoute, super, puisque tu as dit ça, maintenant, tu choisis, tu sélectionnes dans tes anciennes vies, des mémoires karmiques où tu as vécu la jalousie. Tu vas emmener avec toi. D'accord? Donc ça, c'est les mémoires karmiques. Évidemment, vous n'emportez pas les jalousies de toute votre vie karmique. Vous allez en choisir quelques-unes. C'est comme quand vous allez en voyage, vous n'amenez pas toute votre garde-robe. Quoique, mais bon, d'accord? Vous allez faire une sélection de certaines choses. Vous n'emmenez pas toute la maison en voyage dans la croisière. Hein, d'ailleurs, c'était un dilemme quand vous êtes devant votre garde-robe. Qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets pas, qu'est-ce que j'emporte? Bon, ça au cas où, d'accord? On a tous vécu ça. Mais vous n'allez pas emmener l'ensemble de vos vêtements, automne, été, hiver, dans la croisière. Ok? Ben, c'est la même chose pour le karma. Vous allez choisir des vêtements qui vous semblent plus appropriés pour augmenter l'intensité. Et ça, personne ne peut vous les enlever. Ce n'est pas vrai. Personne ne peut vous les enlever. C'est un contrat céleste. Personne. Même maintenant, je ne peux pas vous le retirer. Ok? Donc, mais en fait, et après, vous allez regarder dans votre transgénérationnel. Les mémoires de quelle vie karmique, de quels parents, grands-parents vous allez prendre, dans lequel vous avez vécu tout petit la jalousie, dans votre clan, dans votre tribu. Et vous les emmenez avec vous. Donc, vous mettez tout ça dans votre valise. Donc, allez, j'ai pris pantalon jalousie, 5e vie karmique, robe jalousie, 30e vie karmique, tac, 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 vous mettez ça dans votre valise, vous arrivez sur Terre. Et sur Terre, vous allez rencontrer des gens qui vont vous faire vivre la jalousie. Et comme vous avez les mémoires avec vous, eh bien ces mémoires-là, c'est de l'huile sur le feu. Mais il faut d'abord faire les rencontres dans votre vie d'aujourd'hui qui vont allumer le feu. Et quand c'est allumé le feu, plus l'huile transgénérationnelle, plus l'huile karmique, eh bien vous allez vivre plus intensément la jalousie. Et donc, tout ça, c'est fait pour que vous fassiez le tour de la jalousie. Donc, il n'y a personne qui peut vous enlever cette huile. Elle a un rôle. On ne peut pas vous la retirer. Par contre, ce que vous allez apprendre, c'est plus allumer le feu. Comme ça, s'il n'y a pas de feu, l'huile est inoffensive. Donc, vous aurez toujours ces mémoires en vous, mais elles ne pourront pas jouer le rôle d'intensité, puisque quand vous allez petit à petit maîtriser et faire la paix avec cette notion de jalousie, vous allez être jaloux et jalouse jusqu'à la fin de votre vie. Il faut pas vous leurrer. Vous allez être en colère jusqu'à la fin de votre vie. Vous allez pleurer, rire jusqu'à la fin de votre vie. Vous allez aimer, pas aimer jusqu'à la fin de votre vie. Quelle est la différence? C'est le temps que vous allez rester dedans. C'est la prise de conscience que vous aurez dans votre attitude, dans votre comportement. C'est ça que vous êtes venu maîtriser quelque part. C'est-à-dire, ok, je suis jaloux, je le sais, pam, ok, mais allez. Moi, je suis pas pour la nouvelle version, file dans ta chambre. J'ai compris, je te connais depuis longtemps, et vous allez décider le temps que vous restez dedans et l'intensité. Et c'est là où vous avez le vrai pouvoir, la maîtrise. Mais il faut arrêter avec... il n'y a aucun énergéticien qui va vous enlever quelque chose qui est fondamental dans votre expérimentation karmique. Vous comprenez? Ça n'existe pas. Par contre, qu'il allège les conséquences sur votre corps, sur vos corps énergétiques d'avoir vécu cette jalousie-là, qu'il atténue les mémoires, qu'il enlève les impacts sur vos organes, qu'il enlève le fait que ça a descendu votre taux vibratoire, oui, là ça fonctionne très très bien.
il va remonter votre taux vibratoire, il va nettoyer l'information dans vos champs auriques, il va permettre à l'organe qui est touché par ça, eh bien, de lui redonner sa vibration maximum pour qu'il puisse s'auto-guérir. Oui, ok, mais on n'enlève rien. Alors, si on enlève, pourquoi on nous l'a mis? Pourquoi on descend? Ça sert à rien. S'il y avait quelqu'un, vous rentrez dans son truc, ah, t'es en colère, t'es javelé, regarde, papa, c'est fini. Tu seras peace and love toute ta vie. Pourquoi vous descendez? Ça sert à rien d'expérimenter. On reste là-haut, on est dans la plénitude, il n'y a aucun problème. Hein. On est dans la lumière. Donc on peut pas vous l'enlever, ça. C'est pas possible. Attends, je vais lui poser une question. Ouais. Ouais, Franck, en fait, les soins transgénérationnels et les soins lignés, ça sert à mettre en lumière la problématique, alors. Ça sert de la conscientiser. Voilà, ça à prendre conscience. À en prendre conscience, donc c'est important. Et à partir de ce moment-là, parce que quand plus de facilité à la découverte. Ah ben évidemment, quand il y a conscience et quand on met des mots, sur nos mots, c'est déjà le début d'une guérison. Et puis ça permet après de trouver des solutions adéquates dans son attitude, dans son comportement, dans ses choix de vie, pour éviter que cette huile-là, justement, intensifie la problématique. Oui, c'est une technique parmi tant d'autres pour prendre conscience de la problématique. Bien sûr. Et la programmer. Bien sûr. Vous avez choisi vos parents parce que ils avaient l'effet miroir sur cette problématique-là. Oui, bien sûr. C'est ça le trésor générationnel. Le trésor générationnel, c'est retrouver des âmes sœurs ou des gens qui font partie de notre famille d'âmes avec qui on a déjà vécu ça dans notre vie. Bien sûr. Et dire, écoute, puisqu'on a vécu ça ensemble dans notre vie, j'ai envie de faire un peu plus le tour de cette partie d'émotionnel que j'ai un peu surpassé dans cette vie avec toi. Donc, je vais te choisir comme frère, comme sœur, comme papa, comme maman, ou je vais te choisir comme enfant, ou on va se choisir que voilà, tu seras mon enfant, ou comme mari-femme, ou peu importe, tu vois. Ouais. Voilà. D'accord. Ok, je comprends mieux. Tu vois. Et donc, si vous voulez, je pense qu'il faut. Alors, déjà, c'est important d'enlever un pseudo-pouvoir qu'on n'a pas, quoi. Et mettre les gens devant leurs responsabilités aussi. Voilà. Il faut bien comprendre que la thérapie, les soins énergétiques, c'est pas la lampe d'Aladin, quoi. C'est pas un génie. Nous ne sommes pas des génies. Ouais, c'est ça. Ouais, on n'est pas là pour exaucer les souhaits. Ça se saurait. Hein, il y aurait plus de maladies sur Terre, il y aurait plus de problématiques émotionnelles et on serait déjà au paradis ici. Et donc, si vous voulez... Et puis, il y a tellement de paramètres qu'on maîtrise pas, donc... évidemment. C'est pour ça que dans la méthode égyptienne, eh bien, ils utilisaient des dieux, ils utilisaient des incantations, ils utilisaient des pierres, ils utilisaient des plantes, ils utilisaient des organes d'animaux, ils utilisaient tout parce qu'ils savaient que une pathologie, eh bien, ils étaient déjà dans l'holistique, ne pouvait pas se résoudre qu'avec une seule façon de faire, voilà, une seule fréquence vibratoire. C'est ça. Ça va agir sur différents plans de conscience. Exactement. Et donc, si vous voulez, les Égyptiens, ils faisaient avec le nez ce qu'ils faisaient avec l'oreille, parce qu'il y avait des punitions où on coupait le nez. Eh bien, c'est la même chose. Donc, ils faisaient exactement la même chose. Et ils gardaient le nez pour la personne. Mais ce qui est intéressant, c'est que si un jour vous lisez la Bible et que vous allez dans la Genèse, la Genèse 2:7, c'est marqué, écoutez bien, c'est extraordinaire, comme quoi, vous voyez, on n'a rien inventé. Alors, Yahvé, bon, pour ceux qui ne savent pas, Yahvé, c'est Dieu, hein, voilà, et c'est un modèle l'homme avec la glaise du sol, et écoutez bien, il souffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. C'est dans la Genèse de la Bible. C'est déjà la chirurgie vibratoire. Voilà. Il faut savoir qu'on coupait le nez en Égypte quand c'était quelqu'un qui avait fait un adultère ou un vol. Alors, fallait réfléchir à 2 fois. Donc, par exemple, quand un nez avait une fracture, cartilage du nez, ça arrivait souvent. Ça arrivait souvent dans les combats ou quand ils s'entraînaient dans
dans les jeux. Donc eux, ils appelaient ça en égyptien la colonne du nez. Hein, là, et pour eux, c'était la colonne du nez. D'accord, c'est la partie supérieure. Et donc, ils réparaient ça. Euh, donc celui qui n'avait qu'un nez écrasé, donc forcément, bah, il n'était pas très en forme, d'accord. Euh, les Égyptiens savaient très très bien traiter ça, sans aucun problème, avec leur chirurgie. Donc qu'est-ce qu'ils mettaient? En fait, ils faisaient d'abord de la vraie chirurgie et ils mettaient des tampons de lin dessus. Donc ils mettaient de la graisse sur des morceaux de lin, d'accord? Et ils mettaient ça à l'intérieur des deux narines. Voilà. Et ils demandaient à la personne de rester allongée pendant tout le temps qu'il gardait ces morceaux de lin. Voilà. Et après, ils mettaient des attelles, voilà, sur le nez pour resserrer le nez. Et après, il lui demandait de mettre sur le nez, vous voyez, de la graisse, du miel, parce que le miel c'est super cicatrisant, on le sait maintenant. Et il faisait aussi des tampons végétaux, donc qui changeaient assez souvent. Mais la personne devait rester alitée jusqu'à ça. Et après, il faisait de la chirurgie vibratoire par-dessus. Voilà. Et on retrouve aussi chez les Égyptiens toute la ventilation dans les pyramides qui reprennent la ventilation du nez. Hein. Ah oui, bien sûr. Et c'était hyper important pour eux par rapport à ça. Hein. Oui, oui. Donc c'est pour ça que, en fait, euh, c'est pour ça, vous voyez, là j'ai encore une question, comment couper? Ouais, c'est... Enfin, moi je sais que j'essaie de rectifier au maximum cette façon de penser, parce que, qui est très compréhensible hein, et qui est très humaine. Hein. On a tous envie, quand il y a quelque chose qui est pas cool, de l'enlever. Donc je veux dire, c'est très légitime comme demande et comme intention. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ah, d'accord? Ah. Et c'est pour ça aussi qu'on doit toujours avoir cette question, d'accord, par rapport à cette difficulté ou à cette douleur, qu'est-ce qu'elle a à m'apporter derrière? Parce que là, on y met du sens. Oui, alors après, il y a une foule de façons de percevoir émotionnellement tout ça. Voilà, quelque part. Mais c'est très important de responsabiliser la personne dans sa transformation. Euh, En y allant évidemment à son rythme, avec sa perception, ses connaissances, en se mettant à son niveau. Parce qu'on n'accompagne pas une personne qui, selon les types de pathologies, selon les douleurs émotionnelles, selon le temps que ça a duré, selon l'intensité, forcément. On n'aura pas la même façon d'accompagner la personne. Donc c'est toujours ce qui est très important. Hein. En tout cas, c'est ce que j'essaie d'enseigner dans les formations, mais entendre plus le dire. Pour moi, un bon thérapeute, c'est pas un thérapeute. Alors je vais caricaturer mes propos. Hein. C'est pas un thérapeute qui a beaucoup de connaissances. C'est pas un thérapeute qui aurait soi-disant beaucoup de puissance. Et vous mettez le mot puissance que vous voulez derrière. Un bon thérapeute, c'est celui qui sait se mettre au niveau de la personne qu'il soigne. C'est ça pour moi un bon thérapeute. Ouais. Ouais. Ah, exactement. Bon ben voilà, ben j'espère que ça vous a plu Yeah. ces petits et puis ben voilà, si vous venez de vivre avec nous l'aventure égyptienne et essénienne, soit venez nous voir à Montpellier, soit venez nous voir en Haute-Savoie, deux villes, deux régions. Tout est sur mon site, vous pouvez y aller. Vous avez le contact des gens qui s'occupent de ça et vous pouvez les contacter directement. Pas d'autres questions? Je regarde sur Facebook. Hop. Pendant que je... Oh, je pense qu'on a été clair. Mhm. Bon, ben voilà. Hop. Magnifique. Alors, je vais finir Facebook. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à ceux qui étaient là. Et puis, je vous dis à très vite, ici ou ailleurs. Au revoir.